chers professeurs, mesdames et messieurs, bon après-midi. Aujourd'hui, je vais vous parler du point de cancer oral et je vais parler de la médecine translationnelle. Donc, médecine traditionnelle a été née, c'est une notion avancée dans le bench to bedside. C'est une notion avancée aussi des années du siècle dernier. Et finalement, l'idée principale officiellement a été promue dans la revue de Lancet en 1996. Et puis ensuite, NIH, National Institute of Health, ils ont fait du travail considérable à partir de 2005. Vous savez que dans la médecine clinique traditionnelle, la médecine moderne et donc malgré l'apparition de la médecine translationnelle, la médecine clinique est indispensable, c'est la base. Parce que j'étudie, fait des recherches fondamentales sur les mécanismes de la maladie et donc ils apportent une base théorique pour les cliniciens pour pouvoir traiter les maladies. Et tandis que ces derniers sont spécialistes pour diagnostiquer, traiter et apporter beaucoup d'échantillons cliniques pour la recherche fondamentale et pour améliorer les effets de la médecine. Mais entre les deux disciplines, tandis qu'il manque un pont, ce pont, c'est la médecine translationnelle. Et pendant longtemps, la recherche fondamentale et clinique sont séparées et c'est qu'il manquait une coopération entre les deux. C'est pourquoi la médecine translationnelle est un pont qui relie les deux domaines, que la recherche scientifique fondamentale et la recherche clinique puissent s'unir. Mais donc, depuis 30 ans de travail dans ce domaine, et qu'est-ce qu'ils ont découvert? En fait, ils ont investi 200 millions de dollars américains, mais donc ils ont publié plus de 1,5 million d'articles scientifiques. Mais 90% sont des études reposées sur des cobayes et donc ce sont des petits animaux pour des recherches, mais qui sont très différents des êtres humains. Et donc c'est très différent par rapport aux besoins cliniques. Et donc même la société grosse pharmaceutique ils ont investi, Société Bell, ils ont en fait, 2 tiers de résultats ne peuvent pas être dupliqués. Et donc, beaucoup d'investissements pour peu de production. Et c'est la raison pour laquelle c'est pourquoi la médecine, c'est un grand défi pour la médecine translationnelle. Comment on peut développer notre médecine translationnelle? Et maintenant en Chine, y compris dans le monde, et bien sûr, nous sommes moins performants que le reste du monde. Et nous avons les 3 types de problèmes. Premièrement, il manque un système de gestion standardisé des biobanques. Et il manque également une équipe de recherche qui connaisse à la fois la recherche clinique et translationnelle. Donc, il manque ce genre de talent. Et troisièmement, il manque une plateforme professionnelle qui permet de faire des recherches qui associent à la fois la recherche fondamentale et la recherche clinique. Donc, pour le problème, en réalité, nous savons tous que nous ressentons que l'importance de la biobanque
parce que si on veut avoir pour prévoir, mais pour tous, on a besoin d'une banque d'échantillons, mais depuis le tumeur, pour les cliniciens, ils ont beaucoup d'échantillons bio, mais c'est qui doit être associé aux documentations des cliniques. Et il faut une gestion efficace. Mais jusqu'à maintenant, on a créé la banque d'échantillons, mais qui est souvent coupée des documentations cliniques. Et en fait, ce n'est pas pour nous créer cette base de gestion, ce n'est pas acheter simplement le frigo, mais il faut mettre en place en même temps un système de gestion scientifique. Et puis, à partir de notre expérience, nous proposons que, en fait, un malade représente seulement un individu. Et toutes les recherches sont liées à notre cellule, mais une cellule représente une information biologique d'une personne. Mais le problème des tumeurs, c'est la diversification, et donc ça ne suffit pas. Même 1, 2, jusqu'à 20 cellules, ça ne sert à rien. Il faut des bases de données immenses. C'est pourquoi on parle de big data. Il faut donc penser au développement et donc les développements. Donc avec ces trois technologies, on peut parler de la médecine de précision. Et c'est pourquoi nous proposons qu'au niveau des... Bien sûr, nous avons des échantillons individuels dans la première catégorie. Mais nous voulons aussi créer la base de données de modèles PDX. Et donc, si on a 2000, 3000, 4000 informations, ce serait des big data. Et nous devrions aussi créer le biobase intégré. Lorsque la cellule est morte, il y a le CTA et TMDNA. Donc, c'est dans le sang, on peut détecter les protéines parcelles. Donc, par différentes méthodes, on peut trouver et détecter dans le sang des marqueurs, biomarqueurs, mais aussi dans les salives aussi, parce que les salives ont cette particularité qu'on peut trouver ces éléments. Donc, ce sont des CTC et CD, et nous pouvons donc analyse cellulaire par des fiches. Et pour les fluorescences, ça peut augmenter les informations biologiques. Deuxième, c'est de mettre en place une équipe. L'équipe est d'une grande importance qui est capable des jeunes, former des jeunes ou d'âge moyenne qui connaissent à la fois les pratiques cliniques et en même temps des recherches fondamentales et qui sont indispensables pour créer un lien entre les différentes recherches. Le problème en Chine, c'est les talents. En fait, la recherche fondamentale, la Chine n'a pas à rougir, mais le problème, c'est que l'intégration, l'association entre la recherche scientifique fondamentale et les recherches pratiques. Voilà, donc il faut que les médecins connaissent, avoir des connaissances statistiques et en même temps les différentes médecines et avoir des connaissances de la recherche clinique, y compris même l'administration, donc le multicentre et donc les recherches épistologiques, etc. Donc, il faut une équipe jeune orientée vers la recherche et qui ont une base de formation solide en médecine. Et
Ce n'est qu'ainsi que nous allons avoir une bonne équipe. Troisièmement, il faut mettre en place une bonne plateforme. Donc, dans cette plateforme, il faut qu'il y ait une plateforme nationale, c'est-à-dire donc le centre de recherche clinique spécifié à telle ou telle maladie. Il faut développer cela. Tout à l'heure, on a parlé dans la recherche, on ne cherche pas simplement faire des recherches sur les médicaments. Donc, voilà, veut mettre en place le centre de la médecine translationnelle. Et le problème clé, c'est de construire cette plateforme en s'appuyant sur les médecins qui connaissent la recherche clinique et en même temps la recherche fondamentale pour créer cette plateforme de médecine translationnelle. Dans le domaine oral, il y a plusieurs problèmes aussi. Maintenant, donc, ce que je vais expliquer, l'importance de la recherche clinique, d'abord concernant le tumeur orale. Donc, utiliser quelle méthode pour utiliser la radiothérapie ou nettoyage ou le traitement conservateur. Donc, ensuite, on voit la chimiothérapie induite par TPF. Donc, pour les tumeurs en stade avancé, est-ce que cette chimiothérapie est-il vraiment efficace? Ça, il y a des débats. Et troisième problème, c'est est-ce que la chimioradiothérapie synchronisée est-il efficace pour le cancer en stade avancé? Et puis, pour les cancers à la fin, est-ce qu'il faut combiner la chirurgie et la chimioradiothérapie? Tout ça, ça nécessite des recherches. Voilà les plusieurs problèmes. Voilà la publication. Et nous avons fait une recherche. Nous savons que dans le déploiement de la médecine, en fait, dans notre méta-analyse, c'est le haut de gamme. Et au début, ce sont plutôt les médecines expérimentales et ensuite la médecine translationnelle. Ce qui est plus important, c'est il faut comparer les méthodes pour savoir, il faut faire des recherches multicentres. Donc, nous avons fait des méthodes-d'analyse. Donc, pour savoir quelles sont les méthodes, est-ce que la chimiothérapie induite est-il vraiment efficace pour traiter le cancer oral? Nous avons fait une analyse sur plus de 4000 cas et le résultat est que donc, le nettoyage n'a pas d'efficace sur le cancer. Comment les Chinois peuvent-ils bénéficier de cette chimiothérapie induite? Et nous avons fait une étude en 2008. Et il y a deux groupes. Un groupe par la chirurgie et ensuite, il faut utiliser chimiothérapie. Et on fait la comparaison. Et pour voir si l'indiothérapie est-il vraiment efficace, il y a trois conclusions. En fait, il ne peut pas vraiment résoudre le taux de survie total des patients atteints à un état de ECC, à un stade. Mais un cas de patient dont la chimiothérapie, on a tué plus de 95% des cellules et qui sont devenues un véritable... Donc, on a augmenté leur durée de vie entre 3 ans et 5 ans. Et il y a une différence au niveau de... Et troisièmement, nous avons étudié un échantillon de 250 personnes par rapport aux données cliniques. Nous avons trouvé 3 biomarqueurs et
qui est pour prédire la technique de la chimiothérapie induite par donc CCND1 qui est efficace. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas assez d'échantillons. Bien que le résultat dans l'ensemble est affirmatif, mais il augmente seulement quelques points de pourcentage. Mais donc pour 25% de personnes réussies et entre le reste des patients, il y a un problème. Donc le P égale 0,044. Pour les 3 ans, c'est P égale 0,036. Et donc ça veut dire que ce traitement est efficace pour une partie des patients. Ce qui importe, c'est de trouver ces patients. Et donc, il faut des biomarqueurs prédictifs. Et donc, on fait d'abord les recherches et ensuite, on obtient on fait la comparaison entre les patients et faire des examens de leurs gènes. Et donc, au niveau de gènes, on veut essayer de trouver les biomarqueurs pour essayer d'exprimer ce phénomène. Mais on a trouvé 3 biomarqueurs et sont-ils vraiment efficaces? Parce que l'échantillon est trop réduit, donc on ne peut pas répondre. Et donc, nous avons conçoit encore un échantillon avec 1200 cas et l'étude est en cours. Et tous ces... Donc, nous avons créé, à part les échantillons, nous avons créé aussi le modèle PDX. Il y a un problème qu'il faut assister. Il faut considérer 3 générations. Donc, on va exprimer l'expression génique, la mutation et le nom de la... Donc, à partir de 3 générations, il faut qu'il soit identique aux informations initiales biologiques du patient. Peut-être ça pourrait jouer un... Donc voilà, le modèle PDX est important. Donc pour les tests sur les médicaments, on sait que pour les médicaments cibles, il y a des méthodes comme sous forme de parapluie. Il y a aussi les essais cliniques comme des pagnes. Le panier. Et c'est grâce au modèle PDX, nous pouvons, à partir de cela, remplacer les essais cliniques, parce qu'on sait que les essais cliniques deuxième degré, on ne peut pas faire à la légère, mais on peut le faire sur les animaux. Et c'est ce que peut faire le modèle PDX. Et nous essayons. Donc, une conclusion, c'est que nous souhaitons que notre base de données, donc cette base de données doit être liée aux cliniques, c'est-à-dire la gestion des informations biologiques. Deuxièmement, nous souhaitons que ces banques de données, il faut en même temps avoir le modèle PDX. Et à partir de là, nous devons avoir les big data. Ça nous permettra de trouver des biomarqueurs prédictifs et pour améliorer notre traitement. Je vous remercie.